Je veux vous parler, moi. J'ai une petite question à propos d'un excellent documentaire. Tu as regardé à Radio-Canada sur la drogue du viol avec notre collègue de Montréal, Marie-Ève Tremblay? Oui. Je dois avouer, en raison de questions, ça a rapport avec le football. Là. J'ai pas tout regardé, OK? Je l'ai enregistré, je vais finir aujourd'hui. Je suis désolé, il y a du foot le jeudi, puis bon. Vous allez dire, hey, les priorités, je vais tout regarder ça aujourd'hui. Mais j'ai écouté une bonne partie du documentaire. C'est excellent. Sérieusement. C'est vraiment très, très bon. Elle en a déjà parlé, Marie-Ève, avec Steph Dupont, en passant. C'est dur d'y parler, là, être en ondes en même temps que nous autres. On est sur les mêmes horaires, mais Marie-Ève a donné une entrevue, si ça vous tente, de réécouter avec Steph, qui lui-même a été drogué, tu savais? Oui, il l'a raconté l'autre jour en ondes. Oui. Il l'a compté, il se l'est fait faire. Bon. Fait que l'entretien avec Steph, Marie-Ève est encore plus intéressant. Je vous invite à le réécouter sur le rattrapage, mais maintenant, le docu, je pense que c'était la première fois que ça passait hier ou ça a déjà passé. Puis, bonne question. J'espère que non. Moi, des fois, il m'en manque des petits bouts un peu. Mais hier, c'était ça, là. C'était à la TV hier. Fait que je l'ai enregistré. Je vais résumer un peu ce que j'ai vu. Puis c'est zéro un reproche, là. Mais il y a une question, c'est que je me pose. Alors, des témoignages de femmes victimes de la drogue du viol très, très pertinents, touchants. Tu sais, des filles qui se rappellent plus rien. Il y en a une qui se réveille tout nue à quelque part, elle sait pas où aller, puis son dernier souvenir, c'est le shooter au bar. Puis bon, je résume, puis il y en a d'autres. Puis on parle de la composition comme telle du GHB. Marie-Ève a rencontré des experts, des médecins, tout ça. C'est bon. J'ai fait une recherche sur Google un matin. Parce que moi, j'ai tout regardé ça. Je fais comme excellent débat, faut en parler. Fait qu'il y a beaucoup de victimes qui, avec courage d'ailleurs, hein, on va le face, là. Je leur rends hommage un peu, c'est pas évident, là, qui raconte ça, puis ça prend ça. Qui a été arrêté pour avoir mis de la drogue dans le verre d'une fille? J'ai googlé ça un matin, je n'ai pas trouvé. Ils ont arrêté des producteurs de GHB, Aton, Bravo, un peu partout. Tu es d'accord avec moi? Oui. Oui. Moi, je te parle, puis là, dans la société, c'est comme s'il manquait un joueur. Vous allez voir où je veux m'en venir. On m'a posé une petite question, puis je vous laisse ça au 25-226. Je sais que Marie-Ève a beaucoup été inspirée. C'est drôle, hier, on la voyait dans son studio, puis elle a le même logiciel que nous pour avoir les textos. Oui. Ça faisait drôle de voir vue du mobile. C'est inside, mais en tout cas. Puis elle le raconte qu'elle a été inspirée par ses émissions de radio, tout ça, où souvent elle parlait de la drogue du viol, puis elle recevait des témoignages. Fait que j'aimerais ça, moi aussi, de mon côté, avoir quelques petites infos sur le 25-226 avec ma question. Donc, il y a le producteur de GHB. Bon, ça, on a notamment appris dans le documentaire hier, ça a l'air que c'est très facile à faire. Malheureusement, l'expression du docteur, je le cite, ça prend pas un Breaking Bad. Pour ceux qui ont vu la série, c'est un chimiste qui se met à faire de la drogue, tout ça. Bon, ça prend pas un Breaking Bad pour faire du GHB. C'est triste, mais c'est facile. Donc, il y a des labos qui en produisent énormément et les policiers font des saisies et les arrêtent. Là-dessus, ils ont l'air assez efficaces. Il y a de l'autre côté, bon, donc il y a la drogue et il y a les victimes. Mm-hmm. Entre les deux, il y a toujours bien quelqu'un qui l'a mis dans le verre. Ouais. Pourquoi on ne pogne jamais? Ben, j'ai googlé, je te jure, Phil, j'ai trouvé 0 arrestation. C'est sûr qu'il y a dû en avoir, là. Mais j'ai quand même... Je n'ai pas trouvé un qui a été arrêté par la police parce qu'ils ont saisi. Et là, c'est là que ma question s'en vient. Ça se passe dans les bars. Il y a des caméras partout. La fille arrive au poste de police, elle se plaint, etc. Quand même que c'est une semaine ou deux après, regarde, c'est valide. Même si on n'a pas de preuves scientifiques, elle soupçonne, puis elle est sûre, puis elle a été droguée, puis moi, je la crois. Puis là, les policiers saisissent les tapes vidéo. Ils le font-tu ou pas? Mettons qu'ils demandent les tapes, ils vont toujours bien voir qui a manipulé le shooter suspect. Mettons qu'il y a une qui racontait hier, c'était assez clair. C'était son premier. Elle est rentrée dans le bar, un shooter, puis elle se souvient plus de rien. Puis il y en a un qui s'est réveillé dans une ruelle. L'autre, c'est une femme, comme je te dis, tout nue dans un lit. Alors, y a-tu moyen? Mettons que tu vois que le shooter, il y a eu le barman, puis le gars qui a offert à côté, là, je parle plus nécessairement des histoires d'hier, mais je vais en général, ben d'après moi, c'est soit le barman, soit le... Et c'est là, vous allez voir, là, j'ai un peu donné l'indice. Si on n'a jamais réussi à arrêter quelqu'un, il faut que ça soit le barman. Mm-hmm. Complice avec quelqu'un dans la salle. Est-ce que c'est 25-226? Donc, si vous voulez témoigner que vous avez été drogué, tout ça, allez-y. C'est épouvantable. Mais je sais pas si je suis le seul à se poser la question. Non, ils font ça comment? Ils traînent ça dans leur poche. Ils rentrent dans le bar avec un flacon. Puis là, si le barman est direct avec la fille, elle s'en va, le verre est sans surveillance, mais là, la caméra du bar, si ça se passe, c'est sûr qu'il y a des Kodak partout, on va toujours bien le voir. Ils n'en ont pas
Je te le dis, Phil. Google-le, je l'ai fait un matin. Arrestation pour... Moi, j'en ai pas trouvé. Ouais. Il doit en avoir. Je pense là. qu'il y en a eu des gens qui sont fait arrêter. C'est pas zéro. Je suis d'accord avec toi, peut-être pas assez, mais au nombre de clair. filles droguées, de femmes, il y en a énormément. C'est ce qu'on apprend dans le documentaire. C'est peut-être la pointe de l'iceberg, les femmes qui parlent. Il y en a qui ont honte, se sentent coupables, puis je comprends. Elles devraient pas, mais je comprends. Regarde, c'est pas de leur faute, pauvre elles. Et là, c'est ça. Moi, mettons à Québec, là. Il y a des places où ça se passe. Puis c'est toujours les mêmes noms qu'on entend à des périodes données. Puis à un moment donné, oups, on n'entend plus cette place-là, c'est un autre. Moi, je fais longtemps que j'ai ce soupçon-là. C'est pour ça que je vous lance ça au 25226. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez qu'il y a des barman qui le font. Genre, soit qu'ils sont complices avec des clients. Tu sais, genre, hey, mec, tu donnes un verre à elle ou tout ça. Parce que eux peuvent le faire. Pour qu'un client fasse ça, ça demande une manipulation avec la présence de caméras. Tu sais, c'est pas tout, hey, c'est pas des magiciens, là. Tu sais, un magicien, la main plus vite que l'œil, tout ça, avec des cartes. Non, là, jamais je croirais que c'est ça. Alors, comment se fait-il qu'on réussit pas, on en arrête sûrement, mais pas beaucoup, qui ont drogué des filles dans les bars? C'est la question. Puis je réfère à même une autre époque de ma vie, quand je travaillais, je me souviens... Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait une place où ça se passait. C'était là. C'était même pas un bar, c'était un restaurant. Plein de témoignages de filles qui... Voyons, il y a de quoi, là? Puis là, à Québec, à un moment donné, c'était là. Je ne peux pas nommer les endroits, vous comprenez, s'ils n'ont pas été... Ça a longtemps été là, ça a été là un bout. Là, il y avait beaucoup de témoignages dans ce bar-là. Ben là, c'est parce que les gars qui droguent les filles ou qui font ça se tiennent plus là ou il y a une complicité en intérieur. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai trouvé plusieurs mentions d'arrestation en faisant une recherche. Il y a des gens qui nous ont envoyé aussi des articles là, qui ont été envoyés de personnes qui ont été arrêtées en droguant les autres parce qu'on parle d'une intention criminelle quand même. Hein? Tu le sais très bien que t'es pas en train de... Il peut pas avoir aucune nuance là-dedans. Là. Tu mets quelque chose dans le verre de quelqu'un en ayant l'intention. C'est une intention criminelle. Puis tu le sais très bien que t'es en train de faire quelque chose de pas correct. Ils n'ont arrêté combien? Ben là, ça, Sylvain, je peux pas te compter. Mais je te compte le cas d'un médecin spécialiste, OK, qui était même à la tête du département de l'hôpital général juif de Montréal, OK? Ben oui, je sais ça. Ouais, oui. Le docteur Stéphane Probst. Oui, mais ça se passait dans une maison, ça. Ça se passait dans une maison. Ah, c'est la même affaire. Oui, ça se passe d'un party, dans un contexte de bar. Oui. Ça peut être la même... Dans un bar, il peut avoir un employé, mais dans un party, il peut avoir quelqu'un. Phil, dans un party où c'est quelqu'un de la place, lui, le docteur, tout ça, bon, qui manipule les verres, il a son petit flacon sous lui, il s'en va, ça se fait, s'ils l'ont pogné, tant mieux. Mais l'histoire la plus fréquente de la drogue du viol, c'est le shooter d'un bar, et dans cette situation-là, j'ai vu aucune arrestation. Mais donc, il faut que ça soit le barman ou quelqu'un qui est un magicien en herbe puis qui est capable de voler un shooter puis de mettre la drogue dedans puis le remettre à sa place sans qu'aucune caméra le voie ni aucun témoin dans le bar. Je me suis déjà demandé ça. Moi, je sors encore, tu sors plus que moi. Ben moi, j'ai été barman aussi. J'ai été barman. Comment ça se fait qu'on n'a jamais vu ça? On les voit pas. Vous allez dire, Sylvain, il se cache. Ouais, mais il se cache. Vous avez déjà sorti d'un bar, tout le monde est là, on se regarde tout. Tu sais, si c'était vraiment des clients, au moins une fois, ça aurait arrivé que quelqu'un voit ça puis commence à, je sais pas, moi, c'est quasiment une justification d'abord, d'appeler la police. Mais tu sais, on peut imaginer que des gens dans les bars auraient réagi autrement. Là. Une couple de claques à la gueule qui aurait pu se donner un peu. T'es-tu en train de droguer? Mais on les a pas, ces histoires-là. Ils se font, je vous le dis, majoritairement, presque tout le temps, jamais pognés. Ça fait longtemps qu'on en parle. Donc, il y a de quoi, là? Tu te souviens-tu de la série, c'était quoi le nom de la série avec Claude Legault dans laquelle il faisait un bouncer, là? Minuit le soir. Je pense que c'est le premier épisode de Minuit le soir. Il réalise que le barman drogue justement des clients au GHB. Exact. Puis il court après. Puis jusqu'à temps qu'elle pogne. Puis ça, je pense qu'il court après vraiment longtemps. Claude Legault, son personnage de bouncer, Marc, qui se rend compte donc que le barman fait ça. Donc évidemment, c'est sûr que ça existe. C'est sûr que c'est déjà arrivé. Est-ce que ça se fait avec la complicité d'un dealer à l'intérieur qui paye? Je sais pas comment ça se fait. Moi, c'est ce que je soupçonne. Mais je trouve effectivement que ça fait en sorte que par sa position, le barman peut être quelqu'un que je considérais comme un suspect si ça arrive dans un établissement. Est-ce que c'est lui ou pas? Ça veut pas dire que c'est obligatoirement lui. Mais moi, je pense que comme tu es la personne qui donne ces drinks-là, c'est bien normal qu'on t'interroge puis qu'on te demande comment ça se fait que ça s'est rendu là. Et ça devient encore plus pernicieux pour les victimes, pour les femmes, etc. Parce que la fameuse phrase « accepte jamais un verre d'un inconnu ». Je pense qu'on regarde pas à bonne place, les amis. Là, on se méfie des clients qui ont des shooters aux filles, je vous l'ai dit.
Quand ben même qui offre le shooter, c'est le barman qui l'a fait, puis il arrive avec le plateau, ça prend tout qu'un magicien pour essayer de sortir le flacon, qu'aucune caméra capte ça. Je pense que même quand ça vient du barman, les gens doivent se méfier. Ça peut arriver aussi. Hey, tu m'as quasiment fait changer. 25-2-2-6, il y a des témoignages en passant. Là, tu m'as ramené à minuit le soir. Et à la finale. Et non, mais parce que là, j'ai vu la finale dans ma tête. J'en dis pas plus. Si vous avez raté cette série-là, c'est Pods qui a fait ça? Pods, oui. Avec Claude Legault, avec Julien Poulain. Ouais, et Louis Champagne. Louis Champagne. C'est une excellente série. Voilà. Texto. Sur notre dossier de tantôt, je trouve ça vraiment bon. Commence par celui... C'est parce que c'est ça le plus important. On peut se poser des questions sur c'est-tu le barman ou les clients qui font ça, comment ça se fait qu'ils ne pognent pas, tout ça. Il y a plein d'affaires qu'on peut... mais à la base, puis on a aussi commencé avec ça, il faut parler des victimes. Lis-nous ce qu'une auditrice nous a envoyé. Écoutez bien l'histoire d'horreur. Bonjour, ça fait longtemps que cette drogue fait des victimes. Moi, en 1994, j'avais 14 ans. J'étais au Corée-du-Ville et 2 gars sont passés avec un chien et ont fait exprès de passer proche de mon ami et moi. On a flatté le chien, on a jasé avec les gars, ils nous ont offert une bière. Je sais qu'on n'aurait pas dû la prendre. Bon, évidemment, il y avait 14 ans, mais c'est souvent à l'adolescence, à cet âge-là, qu'on commence à prendre des premières bières et tout ça. Et elle a dit, on s'est retrouvés toutes nues dans un appartement, obligés de repartir sur le pouce dans la nuit. Donc, il en manquait un bout. Là. Oh. Et ça, c'est le lien qu'elle a fait après. La bière que ces gars-là, qu'elle ne connaissaient pas, lui avaient offert. À Trois-Rivières, il y a 10-15 ans, le barman d'un bar là, qui était bien connu là-bas, que je nommerai pas, était celui qui mettait le GHB dans les verres et c'était connu. Tout le monde le savait. J'imagine que probablement les gens ont réagi ensuite. Là. Mais vois-tu, le barman de cet endroit-là, et même que le nom de ce bar-là, c'est pas la première fois que j'en entends parler, était resté associé à ça dans le bout de Trois-Rivières. Même toi, ça te disait de quoi? J'en ai déjà entendu parler. Ouais. Ah, mais comme je te dis, il y a 2-3 places à Québec, quand c'est rendu que ça fait plein de fois qu'on te raconte la même histoire, ça peut pas être un hasard qu'il y ait des clients là ou un client qui fait ça. Faut qu'il y ait une complicité à l'intérieur, selon moi. Attention, là, c'est pas partout, je veux pas noircir le portrait. Vous savez que je sors en masse, j'ai des amis dans l'industrie, grande majorité du super de bon monde, mais oui, ça peut arriver. Dans un bar de région, il y a un gars qui a essayé de payer un verre juté, parce qu'il y en a qui appellent ça du jus. Hein. Du jus. Fait qu'un verre juté, donc qui avait de la drogue à l'intérieur, et une de mes amies. Elle s'est méfiée, mais le gars insistait. Elle a finalement accepté son verre, mais elle les a interversés. C'est-à-dire, elle a interchangé les verres entre celui que le gars buvait puis celui qu'elle buvait. Il a réussi à faire ça. Et le gars a perdu connaissance dans les marches. Donc, ils l'ont fait arrêter par la suite, puisque lui, il s'est auto-drogué dans ce cas-là. Et c'est un prof du cégep, du coin, qui a perdu sa job à cause de cette arrestation-là. Ouais. Et on revient au temps des Vikings. Ça a déjà été raconté 100 fois, vous devez le savoir. Mais tu sais pourquoi on fait chin-chin? Ah oui, pour que les liquides se mélangent, voir s'il n'y a pas de poison à l'intérieur. Exact. Alors, les Vikings auraient été les premiers à faire ça parce qu'ils s'empoisonnaient souvent. Il y avait des guerres. Fait qu'à un moment donné, avec le shop, etc. Ah ouais, on va heurter nos verres. Fait que si t'as mis du poison dans... On va être obligé de faire ça. Tu sais, des fois, dans Le Parrain, toi qui es un fan en passant, la fameuse scène du mariage au début, dans les premières minutes, quand le parrain a son verre de vin, quand tout le monde trinque, il ne le boit pas, il le porte à son nez. Tu remarqueras. Il le sent. Parce qu'il a peur d'être empoisonné. Alors, tout le monde boit, puis lui, il fait... Puis après ça, il le prend. Alors, c'est pour vous dire comment Coppola était un maniaque des détails dans Le Parrain. Mm-hmm. Même la petite coupe de vin de Don Corleone, il fallait que ça se fasse correctement. Parenthèse. Et, évidemment, il y a aussi... Tu as parlé de juté, c'est parce que ça m'a rappelé un peu s'il y a des gens qui se disent... Ben oui, mais comment ça se fait que cette drogue-là circule autant? Et là, ça, je veux pas juger, ça fait partie de mon côté un peu plus libéral, mais sachez qu'aussi terrible peut être ces histoires-là de drogue, du viol, puis c'est dégueulasse, etc. Il y a beaucoup... La majorité des gens consomment le GHB, il le disait dans le reportage d'ailleurs hier, l'excellent documentaire, volontairement. Ils veulent se juter. Ah oui. Alors, là, si vous dites, ben oui, mais Caroline, est-ce qu'ils en produisent énormément? Ça reste que le produit est aimé des consommateurs. C'est une drogue récréative qui, inquiétez-vous pas, là, j'en ai jamais pris, mais ce qu'on me dit, je connais du monde qui en ont pris. Le lendemain, je ne veux pas en faire la promotion, mais moi, j'aime pas le discours de « Prenez pas de la drogue, c'est mauvais ». Moi, je suis plus du discours « Prenez-en pas, c'est bon en sacrement ». Puis vous allez commencer à aimer ça. Mais j'aime mieux cette honnêteté-là. Ça a l'air que le lendemain, t'as pas mal à la tête. T'as pas mal au foie, c'est bien moins pire qu'une cuite à la bière et au vin et au shooter. Fait qu'ils prennent un petit peu de GHB, contrôlé, puis ils deviennent chauds tout de suite.
Ils sont chauds. Rapidement. Ils viennent... moi non plus, mais je te dis que c'est ça. Puis c'est aussi une drogue qui a été très populaire dans le milieu des raves. Parce qu'apparemment que c'est une drogue sensuelle. Tu deviens très, très sensible, puis excité. Ah ouais? Puis, ouais. Ça, je pensais ça. Les gens se donnaient des massages. MDMA, puis tout ça. Ils se donnaient des massages, tout ça. Puis c'était un peu, je pense, je mêle peut-être avec d'autres, je sais pas en tout cas. Ouais. Il y a des gens qui aiment ça, se juter. Parce que Alors, mais il faut se contrôler parce que lorsque tu en prends trop, même les consommateurs récréatifs, l'expression, c'est « wiper ». Tu sais, c'est quoi, wiper? Ça veut dire que tu en as trop pris, puis là, tu tombes à terre, d'un pomme, puis tu te pisses dessus. Que c'est ça l'effet secondaire. Alors, comprenez que je suis pas dans ce milieu-là, je suis pas là-dedans, mais il faut quand même l'expliquer aux gens. Ça circule parce qu'il y a des gens qui en veulent puis qui aiment ça aussi. Mais c'est excessivement dangereux, puis de grâce, ayez genre cette conscience-là dans le but de... Tu sais, on l'appelle la drogue du viol, évidemment, parce que souvent, les gens, c'est comme ça qu'ils l'utilisent. Ils veulent partir avec la personne qui est d'un vape complètement, puis eux autres, ils trouvent ça excitant avoir du sexe avec une personne qui n'est pas consentante puis à moitié morte. Là. Moi, je comprends pas comment tu peux être assez désaxé pour penser que c'est le fun. Mais il y a aussi le fait qu'il y a certaines personnes qui se ramassent avec ça, qui partent seules, mais qui sont complètement torchées, perdent leur repère, tombent quelque part, décèdent de manière accidentelle parce qu'ils sont complètement désorientés, confus. Ça, je trouve ça d'une tristesse innommable aussi. C'est déjà arrivé à plein de gens dans les bars. Et pour en rajouter une couche à la complexité de l'affaire et sans rien diminuer et banaliser, la drogue du viol existe, ce contexte-là d'agresseurs sexuels, tout ça, tu l'as dit tantôt, désaxé, puis on peut ajouter bien des affaires existent. Mais c'est aussi un fait, et ça a été abordé aussi dans le documentaire, là, je ne rajoute rien, mais il faut le mentionner en terminant, que beaucoup de gens, mangent pas de la journée, prennent un antidépresseur, s'en vont dans un bar, prennent un shooter ou deux, ils pensent en avoir pris 2, mais ils en ont pris 5-6, et ils pensent qu'ils se sont fait mettre la drogue du viol, mais c'est en raison de, comment je pourrais dire ça, de leur régime malsain, là. Sont tombés d'un pomme parce qu'ils ont sauté un repas ou qu'ils ont mélangé. Il y a un doc qui parlait hier de Xanax ou autre, des antidépresseurs avec des shooters. Ça a l'air que ça fait pas mal, ça peut faire le même effet que ça. Puis là, on est dans, c'est quand même dommageable, ça peut être dangereux, mais là, c'est la personne qui l'a pris. Puis moi, je connais des gens dans les bars et l'industrie qui ont eu la plainte. Je me suis fait droguer alors que j'avais juste pris un shooter. Puis ils ont fouillé dans leur... parce qu'ils ont les commandes. Hein, puis ils ont dit non, tu n'as pas pris un, tu n'as pris 8. On a ta facture. Là. Fait que là, ça s'appelle une brosse qui est devenue malheureusement hors contrôle. Ça. Alors, vous voyez comment il peut y avoir de la confusion avec des gens qui volontairement en consomment, des gens qui, de par leur régime, vont avoir peut-être les mêmes symptômes, et les vraies victimes qui, elles, sont bel et bien réelles. 11h28.